Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Bienvenue dans ce numéro de Crime. Nous allons vous raconter ce soir 3 histoires, 3 faits divers qui se sont déroulés dans des villages de montagne. Le 16 décembre 2012, une jeune femme se présente dans un commissariat. Elle vient révéler un terrible secret. 3 de ses amis auraient assassiné et enterré un jeune homme de 19 ans, prénommé Mailleul, près d'Isola 2000. Ces révélations sont suffisamment graves pour que des investigations soient menées. Et très vite, les policiers vont recueillir le témoignage de Manuela, la petite amie de Mailleul. Et ce qu'elle déclare est stupéfiant. Après avoir tué Mailleul, ses agresseurs s'en sont également pris à elle en tentant de l'enterrer vivante. Manuela, traumatisée, gardait le silence depuis des mois par peur de représailles. Alors, pourquoi un tel déchaînement de violence? Découvrez une enquête haletante sur fond de représailles et de jalousie. Lorsque la jeune femme sort de sa tombe, elle va se mettre à genoux et elle va demander à être épargnée. Le 17 décembre 2010, Yvonne est inquiète. Elle vient de recevoir une lettre énigmatique de son amie, Rosalie. La vieille dame lui fait ses adieux. Yvonne ne comprend pas et décide de se rendre chez son amie pour avoir des explications. Mais en frappant chez elle, pas de Rosalie. La septuagénaire s'est mystérieusement volatilisée. Les policiers prennent très au sérieux cette disparition. Très vite, un témoignage va les mettre sur la piste d'un individu au comportement étrange. L'affaire prend alors une tournure criminelle. Alors, qui se cache derrière cette disparition étrange? Et surtout, Rosalie est-elle toujours en vie? Découvrez cette incroyable course contre la montre, un document pour crime. Elle était craintive parce qu'on lui avait dit que quelqu'un en voulait à son argent. Alors, est-ce qu'elle était craintive vis-à-vis de ses enfants, de nous? Est-ce qu'elle était craintive vis-à-vis d'autres personnes? Je ne peux pas savoir. Le 18 juin 2010, la ville de Barcelonnette célèbre avec un peu d'avance la fête de la musique. Mais l'ambiance va rapidement sombrer dans le chaos. Peu avant minuit, la gendarmerie reçoit l'appel d'une jeune femme affolée. Elle explique avoir vu des individus prendre la fuite après avoir fracturé la porte d'un immeuble voisin. Lorsque les gendarmes arrivent sur place, ils découvrent un homme inconscient qui gît dans une mare de sang. Il a visiblement reçu plusieurs coups de couteau. La victime s'appelle Philippe et malgré les efforts des secours, il décédera quelques minutes plus tard. Sur place, les enquêteurs retrouvent un couteau et constatent des traces de lutte. Tout porte à croire qu'il s'agit d'une bagarre. Mais la vérité va se révéler beaucoup plus sombre. Plongé dans cette passionnante affaire où se mêlent violence, vengeance et désespoir. À ce moment-là, les enquêteurs se posent la question de savoir si oui ou non il y a 2 armes du crime. En 2012, Aurélie pousse la porte du commissariat à Isola 2000. Elle vient raconter que son ex-compagnon, avec plusieurs complices, aurait tué Mailleul, l'un de ses amis. Voici ce document inédit pour crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire tragique de Mailleul et Manuela. Un jeune couple pris au cœur d'un règlement de compte sordide qui va se transformer en machination impitoyable. Une affaire criminelle sans précédent. Lorsque la jeune femme sort de sa tombe, elle va se mettre à genoux et elle va demander à être épargnée. Nous sommes à Isola, un petit village situé à plus de 1000 mètres d'altitude dans le département des Alpes-Maritimes. Ce qui fait la beauté de cette petite commune de 750 habitants, ce sont ces magnifiques paysages sauvages qui constituent l'une des plus grandes réserves naturelles de France, le massif du Mercantour. Et ce n'est pas tout. Chaque hiver, Isola voit affluer de nombreux touristes. Isola 2000, c'est une station de ski très connue par les Azuréens, évidemment, où ils adorent aller skier l'hiver. C'est à environ 60-70 km de Nice, donc on est dans le haut pays, on est complètement en montagne et pas du tout sur le littoral.
Mais le 16 décembre 2012, un témoignage invraisemblable va plonger le village dans l'effroi. À quelques kilomètres de là, à Grasse, Aurélie, une jeune femme de 19 ans, se présente au commissariat pour se libérer d'un terrible secret. Ce qu'elle raconte aux policiers est assez effrayant. Elle explique que le 27 octobre 2011, son petit copain Nicolas et l'un de ses amis Marvin ont tué Mayol, leur chef de bande. Et puis elle raconte aussi que plus tard, dans la soirée de ce même jour, ce même 27 octobre, eh bien, ils ont essayé de supprimer la petite copine de Mayol, Manuela. Les policiers ne comprennent pas pourquoi la jeune fille s'est tue pendant tout ce temps. Aurélie explique qu'elle vient dénoncer les faits parce qu'elle a peur. Elle a peur elle-même de subir les assauts de son petit copain Nicolas, qui l'a, peu de temps avant, menacé directement de meurtre. Après plus d'1 an de silence, Aurélie explique donc aux policiers que ce jour-là, elle est venue en aide à son petit ami Nicolas et à son ami Marvin, tous deux âgés de 18 ans. Les deux jeunes étaient tombés en panne sur la colline de Belay, dans les hauteurs de Nice. Aurélie, dans un premier temps, va tenter de remorquer cette voiture et Nicolas va lui révéler que la voiture est plus lourde qu'à l'habitude car il y a 100 kilos de plus dans le coffre. À ce moment-là, il lui fait comprendre que Mayol est dans le coffre de sa voiture. Les policiers du commissariat de Grasse sont totalement stupéfaits par les déclarations de la jeune femme. À ce stade, ils doivent vérifier qu'il ne s'agit pas là d'allégations, mais bien de faits réels. Alors, Aurélie dit-elle la vérité? Quelle est cette bande dont parle la jeune fille? Mayol est-il vraiment mort? Et qu'en est-il de sa petite amie, Manuela? Au commissariat de Grasse, les policiers contactent la brigade criminelle de Nice afin de les informer du témoignage troublant d'Aurélie. Immédiatement, ils ouvrent une enquête de proximité pour en savoir plus sur la prétendue victime. En contactant le père de Mayol, ils découvrent alors que le jeune homme a effectivement disparu depuis 14 mois. Le papa de Mayol, en décembre 2011, cherche bien évidemment à avoir des nouvelles de son fils. Il a été mis au courant que Mayol avait été contraint de fuir parce qu'il avait donné des coups à Manuela. À l'époque, les propos de Nicolas ne rassurent pas le père de Mayol. Pour en avoir le cœur net, il contacte la petite amie de son fils. Quand le père de Mayol va rencontrer Manuela, elle a le regard fuyant, elle l'évite, elle lui donne des explications qu'elle était victime de la part du coup de Mayol et que Mayol a pris la fuite et qu'il a disparu sans jamais plus donner de ses nouvelles. Un garçon supposé violent, une mystérieuse disparition et enfin des accusations de meurtre. Pour démêler le vrai du faux, les enquêteurs décident de se pencher sur le profil de ce garçon de 20 ans. C'est un jeune homme qui est devenu grand, fort, qui est beau et qui a beaucoup d'humour. Il commence à avoir un certain charisme. Mayol prend un peu la revanche sur le petit garçon un peu gauche, maladroit, qui pouvait être. À 19 ans, après une enfance et une scolarité mouvementée, Mayol tombe éperdument amoureux de Manuela. Le jeune couple s'installe dans le centre-ville de Nice. Passionné de moto, Mayol fonde en 2010 un club de bikers appelé le Club des Fèneries. Ce club des Fèneries, il a des règles paramilitaires. Il est calqué sur les clubs de bikers comme les Hells Angels. Pour y rentrer, il faut donner des renseignements sur soi, sur sa famille. Et ensuite, ces fiches sont bien conservées. Ce club repose sur l'amitié, plus que l'amitié, la fraternité, la fidélité. C'est un club qui se veut très sain au départ, très sportif. Il a beaucoup d'imagination. Il rêve de faire un club aussi puissant que les Hells Angels. Plus tard, on aura des motos. Plus tard, on sera nombreux.
Un club de motards sans moto qui n'empêchera pas Mayol de recruter très rapidement de nouveaux membres. Nicolas va intégrer le club quasiment à ses débuts. Il va faire rentrer son copain Marvin. Marvin, c'est son copain de longue date, son frère. C'est entre deux ce qu'on qualifierait à la vie à la mort. Et ils vont faire rentrer également leur copine Tess, qu'ils connaissent également depuis longtemps. Ce trio, Marvin, Nicolas et Tess, semblent à ce moment-là de leur vie en rupture scolaire, voire même, pour certains d'entre eux, en rupture familiale. Ils se retrouvent dans ce club avec un chef, quelqu'un au-dessus d'eux qui leur dit ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Pour les enquêteurs, le portrait de Mayol et des membres de son club ne colle pas vraiment avec le récit d'Aurélie. Alors, Mayol a-t-il vraiment pris la fuite après avoir violenté sa compagne, Manuela? Ou a-t-il été assassiné, comme le prétend la jeune femme? À la brigade criminelle de Nice, 2 jours après l'audition d'Aurélie, c'est au tour de Manuela, la compagne de Mayol, d'être entendue. Manuela est dans une optique, dans un état d'esprit de libération. Enfin, de pouvoir dire la vérité, de pouvoir se libérer de tout ce fardeau qu'elle a porté pendant plusieurs mois. Et Manuela semble avoir vécu un véritable calvaire, cette nuit du 27 au 28 octobre 2011. Manuela ne parvient pas à trouver le sommeil cette nuit-là. Elle est inquiète parce qu'elle n'a plus de nouvelles de Mayol. Et à un moment donné, elle va recevoir un coup de fil de Nicolas qui va lui indiquer qu'il va se présenter à son domicile. Vers 2h du matin, Nicolas, Marvin et Tess vont chercher Manuela à son domicile et invoquent l'état d'alerte du club. L'état d'alerte, c'est quelque chose qui avait été imaginé par les membres du club, c'est que le club serait attaqué par une autre bande. Et à ce moment-là, chacun devait se replier, et on devait quitter le siège du club, qui était le domicile de Mayol, la tanière, pour se replier. Persuadée que le club et que Mayol a des problèmes, Manuela suit ses amis sans poser de questions. Mais dans la voiture, sans qu'elle comprenne pourquoi, le trio change d'attitude. Ils vont la faire fumer également, elle qui ne fume pas. Je parle de cannabis, évidemment. Ils vont la faire fumer pour la détendre. D'autres diraient l'engourdir. Les 3 jeunes continuent leur expédition macabre et s'arrêtent dans une grange abandonnée située à Isola 2000. Manuela, dans les vapes, est alors poussée à l'extérieur de la voiture. Ils vont la faire rentrer. Et elle sera face à cette espèce de trou où elle se pose des questions quant à savoir pourquoi est-ce que ce trou est là. Et à ce moment-là, très brutalement, elle va sentir un énorme coup s'abattre sur sa tête. À ce moment-là, Nicolas et Marvin vont prendre des morceaux de rocher qui sont autour du trou et la lapider à coups de pierre, grosse pierre, plus de 30 kilos, au niveau du visage, au niveau du corps. Tess descend alors dans le trou et asperge Manuela de gaz lacrymogène afin de l'étouffer. Mais la sauvagerie de ces 3 bourreaux ne suffit pas à achever la compagne de Mayol. Lorsque la jeune femme sort de sa tombe, elle va se mettre à genoux et elle va demander à être épargnée. Elle va s'accroupir et Tess va venir lui parler. Et à ce moment-là, Manuela va, à mon sens, trouver les mots. Et cette discussion va avoir un effet sur Tess, de lui faire quitter l'effet de groupe et de lui faire trouver le courage, je pense, d'aller parler à Nicolas et à Marvin et de leur demander de laisser la vie sauve à Manuela, ce qu'ils vont faire. Mayol, lui, n'a pas cette chance. Sous le regard de Manuela, Nicolas, Marvin et Tess mettent fin à leur plan funèbre. Ils vont enterrer le corps de Mayol. À ce moment-là, elle réalise que son compagnon est mort. La bande de criminels quitte la grange, mais Manuela peine à rester consciente.
Elle est dans un état grave et il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital. Sur place, sous la menace du trio meurtrier, la jeune femme de 20 ans explique avoir eu un accident de montagne. Quand Manuela ressort de l'hôpital, ils partent vivre tous les 4 dans l'appartement qui était celui de Manuela. On a raison de penser qu'ils veulent qu'elle se taise. Ça, c'est une certitude. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils la séquestrent. Alors, comment expliquer que la compagne de Mailleul ait pu garder un si lourd secret durant plus d'1 an? Il y a une espèce de serment, une espèce de pacte qui s'est noué à un moment donné, le soir des faits dans la grange, et qui fait que Manuela est emplie de sentiments complètement épars, différents et contradictoires. Au-delà même de ce que l'on peut appeler le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire l'attachement que l'on peut porter à son ravisseur, puisque non seulement là, le ravisseur l'a séquestré un temps quelque part, mais surtout lui a sauvé la vie après avoir tenté de lui retirer sa vie. Pour les policiers niçois, l'assassinat de Mailleul paraît de plus en plus crédible. Pour en avoir la certitude, il leur faut maintenant interroger les principaux suspects de cette affaire. Nicolas, Marvin et Tess. Alors, qui sont ces 3 jeunes? Ont-ils réellement tué Mailleul? Et si c'est le cas, dans quelles circonstances ont-ils fait disparaître leur chef de bande? À Nice, les fêtes de fin d'année touchent à leur fin, lorsque les enquêteurs reprennent leurs investigations. Le 7 janvier 2012, les 3 auteurs présumés de l'assassinat de Mailleul sont placés en garde à vue. Au même moment, des perquisitions ont lieu à leur domicile. Au domicile de Nicolas, donc dans la perquisition, on retrouve au grenier, dans un carton avec des fiches, le blouson en cuir de Mailleul. Dans la voiture du jeune homme, les policiers retrouvent également des vêtements, ainsi qu'un ordinateur portable appartenant à Mailleul. À la brigade criminelle de Nice, Nicolas, Tess et Marvin doivent à présent s'expliquer. Entendus séparément, Marvin, 19 ans, est le premier à craquer face aux enquêteurs. Le corps est découvert près d'Isola. C'est Marvin qui les amène dans un premier temps sur cet endroit. Ils ne peuvent pas le déterrer immédiatement parce qu'il y a de la neige. Et ce n'est que 2 ou 3 jours plus tard qu'ils vont déterrer le corps de Mailleul et découvrir l'horreur. Les gendarmes sont face à un corps en état de décomposition avancée. Car ce corps, à peine dissimulé sous quelques cailloux, gît dans cette bergerie d'Isola 2000 depuis plus d'1 an. Les enquêteurs vont rapidement identifier le corps comme étant celui de Mailleul parce que, selon les descriptions qui ont été faites par les protagonistes, Mailleul est porteur d'un tatouage identifiable. Et ils reconnaissent ce tatouage. Le corps de Mailleul est transféré à l'Institut médico-légal de Nice pour y être autopsié. Lorsque les résultats tombent, les enquêteurs découvrent que le jeune homme a été victime d'un véritable déferlement de violence. L'autopsie du corps de Mailleul a révélé qu'il a été touché par 32 coups de couteau. Les coups de couteau ont été donnés surtout dans la région du côté gauche de Mailleul, du côté du cœur. Et 7 à 8 coups de couteau ont été donnés par derrière du côté de la nuque. À la brigade de recherche de Nice, la garde à vue des 3 suspects se poursuit. Après avoir recueilli les aveux de Nicolas, les enquêteurs comprennent qu'ils ont probablement face à eux le meneur de ce trio criminel. Ils se penchent alors sur son profil afin de comprendre le geste de ce garçon de 20 ans. Nicolas vient d'un milieu qui est relativement classique, qui vient d'un milieu qui est très aimant, d'un père qui travaille énormément, d'une maman qui est très aimante également. Seul ombre au tableau, le jeune homme rencontre de grandes difficultés scolaires et passe la majorité de son temps à faire de la moto,
avec son ami Marvin. C'est grâce à cette passion qu'il découvre à l'âge de 18 ans le club des Fèneries, dont Mayol est le fondateur. Nicolas intègre le club en été 2010 et son but, c'est de s'élever dans une fraternité, d'avoir des amis, d'avoir des appuis et de se sentir bien dans sa peau, puisqu'il faut reconnaître que tous ces jeunes qui rentrent dans ce groupe, ils ont tous un problème. Tous. Problème affectif, problème sentimental, ils ont tous des problèmes. Nicolas pense trouver au sein du club une seconde famille. Mais très vite, il va déchanter. Mayol était clairement le chef de bande, il est charismatique, il est fort. Nicolas n'a pas la même corpulence et n'a pas le même statut au sein du club. Il veut monter dans ce club, mais il n'y arrive pas. Il rate notamment des épreuves. Du coup, c'est un peu lui qui s'occupe de conduire Mayol d'un endroit ou à un autre. On va dire qu'il fait un petit peu les basses besognes. Et parmi ces basses besognes, il y aurait la livraison de drogue. En effet, les enquêteurs découvrent que le club de motards abriterait des activités illicites. Avec Tess, ils étaient astreints aussi à vendre certaines quantités. Si les quantités de stupéfiants n'étaient pas vendues dans un nombre suffisant, c'était des répressions physiques. Nicolas semblait donc déçu du rôle que lui attribuait Mayol au sein du club des Fèneries. Mais pour les enquêteurs, cette déception semble être un mobile bien léger. Alors, comment expliquer un tel déchaînement de violence? Quel rôle Tess et Marvin ont réellement joué lors de cette exécution macabre? Et quelles étaient leurs motivations? D'après les interrogatoires des trois mis en examen, c'est bien Nicolas qui a proposé à Marvin et Tess de tuer Mayol. Une décision qu'il aurait prise à la suite d'une épreuve pour monter en grade au sein du club des Fèneries. Nicolas va subir l'épreuve des 3 S, sang, sueur, secret. Il va se trouver nu, attaché, avec des serflex, cagoulé. Et ils vont lui verser sur la cagoule de l'eau, ce qui crée une sensation d'étouffement. Plusieurs membres ont eu l'obligation de lui porter des coups. Il a été bâillonné. Je sais qu'à un moment, il a reçu des coups de ceinture très importants. Et c'est vrai que Nicolas ressort de cette épreuve totalement meurtri. Et de là, tout le monde se rend compte de l'urgence de partir le plus vite possible. Et partir le plus vite possible, la seule question qui hante leur esprit, c'est comment. Et on sait qu'ils ont trouvé la pire des réponses. Selon les trois suspects, la violence exercée par Mayol au sein du club serait bien le mobile de ce meurtre sordide. Un meurtre qu'ils vont méticuleusement préparer durant plusieurs jours, sans qu'aucun d'entre eux ne fasse marche arrière. Ils ont raconté qu'ils avaient envisagé d'acheter un pistolet, mais finalement que c'était trop onéreux. Ils se sont rabattus sur des couteaux. Ils ont acheté cette bombe lacrymogène. Ils ont acheté le matériel suffisant pour emballer le corps. Ils avaient tout prévu. Tout prévu. Ils étaient très jeunes à ce moment-là. Ils craignaient réellement Mayol. Mais on se demande comment ils ont fait pour en arriver là. Eux disent qu'ils avaient l'impression d'être dans un jeu. Tess va dire « j'étais au Cluedo ». Un autre va dire « on a fait comme dans les séries télé ». Il raconte que le 27 octobre 2011, vers 17h, Marvin et lui ont emmené leur chef de bande sur la colline de Belay et que c'est dans la voiture que leur plan macabre a débuté. Marvin va infliger à Mayol un coup de taser qui va l'étourdir, mais pas suffisamment. Immédiatement, Nicolas va infliger un premier coup de couteau en direction de la poitrine. Coup de couteau qui ne sera pas fatal. Il faudra une trentaine de coups de couteau.
L'acharnement est tel sur Mayol que Nicolas va casser le couteau. C'est un garçon qui est fort puissant. Il se débat et il crie. Pourquoi? Mais finalement affaibli, il finit par tomber dehors. Et c'est à ce moment-là que Marvin va achever le travail en infligeant à son tour des coups de couteau dirigés sur la nuque de Mayol. Une fois Mayol mort, vers 19h, les deux amis rentrent au domicile de Nicolas, où Tess les retrouve. Ils vont emballer le corps de Mayol, et particulièrement la tête, qui ne tient plus beaucoup sur le corps, à l'aide de papier cellophane qu'ils avaient préalablement acheté. Ils vont transvaser ce corps dans un autre véhicule. La suite, les enquêteurs la connaissent déjà. Il s'agit de la tentative d'assassinat de Manuela. Tout au long de l'instruction, Nicolas, Marvin et Tess donneront à quelques détails près la même version. Dans l'attente de leur procès, Nicolas, Marvin et Tess sont placés en maison d'arrêt. Le trio criminel est-il réellement victime de torture au sein du club? Et que décideront les jurés compte tenu du jeune âge des assassins? Le lundi 12 octobre 2015, 4 ans après les faits, s'ouvre le procès de Nicolas, Marvin et Tess devant la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes. Manuela, la compagne de Mayol, qui a échappé de peu à la mort, est également présente. Ça a vraiment été une ambiance pesante. On ressentait, on percevait la douleur de la famille des victimes, de Manuela, et puis la douleur aussi des accusés. Les 3 accusés, âgés de 21 à 22 ans, encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Le trio dans le box fait profil bas et ils avouent tout. Ils ne cherchent pas à se défausser, mais ils disent bien dès le début qu'ils sont prêts à assumer ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire cet assassinat et cette tentative d'assassinat. Nicolas a expliqué ses motivations de ce geste horrible parce qu'en fait, il était sous l'emprise de Mayol avec Marvin et Tess. Une explication difficile à entendre pour les parties civiles, notamment à l'écoute des différents témoignages. D'après eux, c'était très compliqué de quitter le club sans risque de représailles. Mais d'autres membres du club sont venus témoigner au procès et ont expliqué qu'ils avaient pu partir sans problème. Manuela aussi l'a martelé, elle a dit « mais Mayol ne vous aurait rien fait si vous étiez parti ». Pour les avocats de la famille de Mayol, il est évident que Nicolas ne dit pas la vérité quant à ses réelles motivations. Je crois que les éléments du dossier, les éléments objectifs du dossier démontrent que c'est Nicolas seul qui a décidé de tuer Mayol, non pas par emprise mais par jalousie. Nicolas aurait voulu prendre la place de Mayol. On a l'impression que c'est plus ça l'enjeu de ce crime, c'est-à-dire de se débarrasser de Mayol, mais pour autant de continuer le club sans lui. Durant 15 jours, 45 témoins et 5 experts défileront à la barre pour comprendre les motivations et le rôle de chacun dans ce scénario morbide. Je ne pense pas qu'il y ait eu un leader. Je pense que chacun avait une tâche particulière. Il est clair qu'on a une intelligence par l'intermédiaire de Tess qui va permettre d'élaborer un scénario. On a le ressenti et la haine à l'égard de Mayol de la part de Nicolas qui va avoir cette influence. On a un personnage qui n'est pas le moins dangereux, qui est Marvin, qui lui est une espèce de baïonnette non intelligente de Nicolas et de Tess, et qui va faire le sale boulot. Après 2 semaines de procès,
Les jurés rendent leur verdict. Nicolas est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Marvin, quant à lui, est condamné à 23 ans. Et Tess, mineur au moment des faits, est condamné à 20 ans de réclusion. La famille de Mayol a pensé bien sûr que les condamnations ne leur rendraient pas leur fils, mais c'est des condamnations qui sont importantes. Le père que j'ai eu l'honneur de représenter ne réclamait pas vengeance par le biais de condamnation. Et il a très bien mesuré l'importance des condamnations et il a trouvé donc tout à fait normal que la Cour tienne compte du jeune âge des accusés. Aujourd'hui, à Nice, une page est tournée pour la famille de Mayol et pour Manuela, rescapée de ce crime sordide. À 24 ans, la jeune femme tente de se reconstruire, peu à peu. Manuela s'est réfugiée dans sa vie professionnelle et scolaire, puisque c'est une jeune femme très courageuse qui finalement a mis à profit toute cette situation pour faire en sorte que sa vie puisse être fondée sur des objectifs professionnels et personnels enfin satisfaisants et enfin positifs. Nous allons maintenant nous rendre dans le Cantal. En décembre 2010, Yvonne reçoit une lettre inquiétante de l'une de ses amies, Rosalie. Inquiète, Yvonne décide de se rendre au domicile de son amie, mais elle trouve porte close. Elle va alors au commissariat, mais aucune trace, aucun indice concernant une éventuelle disparition de Rosalie. Voici ce document inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir comment une famille auvergnate va être entraînée dans un drame absolu. L'histoire mystérieuse d'une femme disparue sans laisser la moindre trace. Une enquête qui va révéler aux policiers que la trahison peut être une affaire familiale. Elle était craintive parce qu'on lui avait dit que quelqu'un en voulait à son argent. Alors, est-ce qu'elle était craintive vis-à-vis de ses enfants, de nous? Est-ce qu'elle était craintive vis-à-vis d'autres personnes? Je ne peux pas savoir. Nous sommes dans le Cantal, à Paul-Mignac, une petite commune champêtre située à 15 km d'Aurillac. Ce village, d'un peu plus de 1000 habitants, est placé au pied des escarpements du versant nord de la vallée de la Serre. C'est un petit village, Paul-Mignac, qui est dans la montagne et qui fait d'habitude pas du tout parler de lui. Un petit coin tranquille du Cantal, avec les montagnes, des beaux paysages. En cette matinée hivernale du 17 décembre 2010, Yvonne, une habitante du village, se rend à la poste. Elle récupère un courrier recommandé de la part de Rosalie, une de ses amies, âgée de 77 ans. Le contenu de cette lettre la trouble particulièrement parce que dedans, elle mentionne en substance tu connais mes rapports avec mes enfants, j'espère que tu en feras bon usage. Et elle termine son courrier par une formule qui laisse penser qu'on a affaire à quelqu'un qui va commettre un geste irréparable. Et ça fait penser au suicide. La lettre est dactylographiée, mais visiblement est bien signée de la main de Rosalie. Yvonne est très inquiète pour son amie. Avec son fils, elle décide de se rendre à Arpajon-sur-Serre où habite Rosalie et lorsqu'elle arrive chez son amie, elle trouve porte close. Alors bien sûr, elle essaye de l'appeler avec son téléphone portable, mais malheureusement, Rosalie ne répond pas. Yvonne imagine alors le pire. Sans perdre un instant, elle se rend avec son fils au commissariat de police d'Aurillac pour signaler la possible disparition de Rosalie. Les policiers vont se rendre au domicile de Rosalie, comme c'est le cas dans toute disparition qui peut apparaître inquiétante. Vont trouver également porte close, tout comme Yvonne.
et donc vont casser une fenêtre pour pénétrer à l'intérieur de l'appartement. Et là, de manière surprenante, ils ne découvriront rien du tout. Alors, où est passée Rosalie? La femme de 77 ans s'est-elle suicidée, comme le laisse à penser la lettre? Ou l'histoire est-elle beaucoup plus sombre encore? À Arpajon-sur-Cère, Rosalie, 77 ans, vient de se volatiliser. Le parquet d'Aurillac ouvre alors une enquête pour disparition inquiétante. Une nouvelle perquisition a lieu au domicile de Rosalie, cette fois un petit peu plus fouillée ou axée différemment, dirons-nous. Et on se rend compte qu'au domicile de Rosalie, il n'y a pas d'imprimante, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien du tout de ces éléments informatiques-là, alors que la lettre qu'avait reçue Yvonne juste avant était une lettre dactylographiée. Alors, Rosalie est-elle bien l'auteur de cette lettre? En attendant les résultats de l'expertise graphologique, les policiers exploitent le téléphone de la septuagénaire. Et ils découvrent que sa dernière conversation remonte au 13 décembre. À ce moment-là, ils vont remarquer que son dernier appel remontait vers une personne qu'elle devait visiter pour un appartement. Et on se dit, pourquoi cette dame a envie de changer d'appartement? Est-ce qu'elle a envie de changer de vie? C'est une possibilité. Et rien ne laissait présager, en tout cas, un acte comme un suicide. Au commissariat d'Aurillac, les enquêteurs se penchent sur l'histoire de Rosalie, dans l'espoir d'y trouver la clé de leur énigme. Visiblement, la septuagénaire a eu une vie relativement mouvementée. Rosalie, elle est originaire du Cantal. Elle a un mari, elle a 4 enfants, et puis lorsque les enfants sont en bas âge, dans les années 70, elle décide de tout plaquer. Elle quitte son mari, elle quitte ses enfants, qu'elle abandonne à son mari. Yves, le plus jeune fils de Rosalie, se souvient de cet événement qui a marqué sa vie à tout jamais. Elle m'a élevé jusqu'à l'âge de 5 ans. Puis un bon matin, on s'est retrouvés dans la cour. Elle était partie. Nous avons abandonné, quoi. Alors, ce que je sais de ma maman, je l'ai su très tard. Rosalie ne reverra ses enfants qu'à l'âge adulte. Vivant désormais à Paris avec un nouveau compagnon, elle travaille en tant que cuisinière dans des foyers et profite des plaisirs qu'offre la vie. Elle adorait s'amuser, c'était une très bonne vivante, très conviviale. Elle allait dans des dansants, elle allait dans les soirées dansantes, elle bougeait beaucoup, c'était une femme très ensoleillée. Début des années 2000, lorsque son compagnon décède, Rosalie décide de se réinstaller dans le Cantal, près de ses enfants. Pourtant, étrangement, elle n'ira jamais les voir. Elle avait pris un appartement à Aurillac, puis après à nouveau notre appartement ailleurs au Cap-Blanc, et puis en dernier lieu à Arpajon, à 5 minutes de chez nous. Et là, j'ai appris qu'elle était là, par hasard, le jour où on a appris sa disparition. Apparemment, Rosalie se méfiait de toute personne un peu trop proche d'elle. Elle était craintive parce qu'on lui avait dit que quelqu'un en voulait à son argent. Alors, est-ce qu'elle était craintive vis-à-vis de ses enfants, de nous? Est-ce qu'elle était craintive vis-à-vis d'autres personnes? Je ne peux pas savoir. Alors, l'éventualité de perdre son argent l'aurait-elle fait tout quitter du jour au lendemain? Si Rosalie avait si peur de ses proches, pourquoi avoir prévenu une de ses amies de son départ? À moins qu'il ne lui soit arrivé quelque chose de beaucoup plus grave. À Arpajon-sur-Cère, les enquêteurs n'ont toujours aucune trace de Rosalie, portée disparue depuis maintenant 24 heures. Les policiers effectuent alors leur enquête de proximité, qui va s'avérer prolifique. Un voisin du dessous va donner encore un élément très intéressant aux enquêteurs, puisqu'il va dire qu'il a vu régulièrement
venir chez Rosalie une personne, un homme, avec une parka rouge, voilà, qu'il voit très régulièrement passer, et il dira aux enquêteurs que Rosalie lui avait présenté comme étant son petit-fils. D'ailleurs, le 14 décembre vers 6h30 du matin, ce même voisin explique aux enquêteurs qu'il a entendu du bruit dans l'escalier de l'immeuble. Il a alors regardé par le judas de sa porte et aperçu le petit-fils de Rosalie. Il entend la porte se déverrouiller et 3-4 minutes après, il entend du bruit à nouveau dans l'escalier, lui sort et ensuite il voit le véhicule de Rosalie qui passe devant lui. Il n'identifie pas le conducteur. Alors, était-ce vraiment Rosalie au volant de sa voiture? Ou bien son petit-fils? C'est alors que les enquêteurs récoltent un nouveau témoignage. En fouillant, les enquêteurs s'aperçoivent qu'il y a une infirmière qui vient régulièrement chez Rosalie, notamment parce qu'elle s'est blessée à la cheville. Et donc la dernière fois qu'elle est venue, le 13 décembre, elle a pu rencontrer ce petit-fils qui a une parka rouge. Elle connaît son nom, il s'appelle Jérôme. Recoupant le témoignage du voisin et de l'infirmière de Rosalie, les enquêteurs parviennent à identifier le dénommé Jérôme. Jérôme, c'est pas un inconnu dans cette histoire. Jérôme, c'est le fils d'Yvonne qui a reçu la fameuse lettre le 17 décembre et qui est venu avec son fils au commissariat de police pour signaler la disparition de Rosalie. Jérôme n'est donc pas le petit-fils de Rosalie, mais il la connaît bien, car il a été marié avec Laetitia, sa petite-fille. Aujourd'hui séparé d'elle, il est resté proche de la septuagénaire et lui rend régulièrement visite. Immédiatement, il est convoqué par les policiers. Jérôme, lorsqu'il est entendu par la police, explique qu'en réalité, la dernière fois où il a vu Rosalie, c'était le 13 décembre 2010. Ils sont allés ensemble à Aurillac pour faire une course, et notamment parce que Madame Rosalie avait besoin d'un appareil auditif. Et puis il l'a ramené chez elle. Il va indiquer que depuis quelque temps, Rosalie, qui s'était blessée, n'était pas bien, avait l'air triste, se sentait esseulée. Elle envisageait même de quitter son compagnon qu'elle considérait être un vieux garçon. Et il va même jusqu'à parler à un moment donné aux enquêteurs d'une volonté que lui aurait dite Rosalie de mettre fin à ses jours. Pourtant, lors de son audition, les enquêteurs vont noter une incohérence dans les déclarations qu'ils ont récoltées jusqu'ici. Les enquêteurs vont indiquer que son véhicule a été aperçu à proximité de l'appartement le 14 ou le 15 décembre selon le témoignage du voisin de Rosalie. Pourtant, Jérôme va nier très vivement être retourné voir Rosalie après ce 13 décembre. Sans plus d'éléments, Jérôme repart libre du commissariat. La perquisition de son véhicule ainsi que de sa maison ne donnera rien de plus. Rosalie demeure introuvable. Alors la disparition de la septuagénaire restera-t-elle à jamais un mystère? Quel nouvel élément permettra enfin aux enquêteurs de découvrir la vérité? Au commissariat d'Aurillac, afin d'y voir plus clair, les enquêteurs décident de se pencher sur l'entourage proche de la disparue. Notamment Pierre, le compagnon de Rosalie, au moment de la disparition. L'homme explique l'avoir vue pour la dernière fois le 11 décembre et affirme qu'elle n'est pas suicidaire. Il parle d'une femme tout à fait normale, qui n'a pas de difficultés particulières ni autres. Il va en revanche reparler lui aussi de Jérôme et préciser que Rosalie lui avait expliqué que depuis quelque temps, Jérôme lui réclamait de l'argent et des grosses sommes d'argent. Par contre, il ne va pas pouvoir dire si elle lui a répondu de façon positive ou négative. Pierre indique également aux policiers qu'il ne connaît pas Jérôme, mais qu'il lui a téléphoné le 17 décembre pour lui demander s'il n'avait pas vu Rosalie. Les enquêteurs vont aussi lui présenter l'enveloppe qui a été expédiée par
Rosalie, soi-disant, et lui faire voir ce document qui va perturber l'intéressé parce que pour lui, c'est pas Rosalie qui a écrit ce document-là parce qu'elle n'avait pas de tremblement. Or, ce qu'on lui fait voir, c'est une écriture un petit peu tremblotante. Donc pour lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Compte tenu de ce témoignage, les enquêteurs font machine arrière et vont tenter d'en savoir plus sur Jérôme. Pour cela, ils se penchent sur son histoire. À 37 ans, l'homme est père de 2 enfants et vit à Mamedouja, une commune voisine d'Aurillac. C'est un homme qui n'a jamais été condamné par la justice pénale française. C'est un homme qui a fait des études, il a obtenu un diplôme de BTS force de vente, il a ouvert un magasin qui a bien marché, d'ailleurs il l'a ouvert avec son épouse Laetitia. Mais au début de l'année 2009, Jérôme se sépare de sa compagne Laetitia, la petite fille de Rosalie. Et dans la foulée, il se retrouve en liquidation judiciaire. Les enquêteurs découvrent alors que le père de famille est criblé de dettes, qu'il vit du RSA, mais qu'il emprunte des sommes d'argent à son entourage pour maintenir un train de vie plutôt confortable. Je l'ai aperçu une fois chez mon frère, il avait été invité lors d'une réunion de famille, un petit repas sympathique. Et il avait des idées de grandeur qu'on n'a pas quand on est quelqu'un de sensé, même si on a des diplômes. Des fringues à gogo, se permettre de dire qu'il ne serait jamais ouvrier, qu'il ne faisait pas partie du même monde. C'est la folie des grandeurs. Alors, Jérôme aurait-il pu s'en prendre à Rosalie pour lui soutirer de l'argent? Les enquêteurs vont s'intéresser au compte bancaire de Rosalie et en auditionnant sa banquière, sa conseillère, ils vont découvrir que celle-ci a reçu 2 lettres émanant de Rosalie. Dans la première de ces lettres, il est demandé de changer le bénéficiaire de l'assurance vie et de mettre comme bénéficiaire d'assurance vie Yvonne, la mère de Jérôme, celle qui a reçu la première correspondance. Et dans la deuxième lettre, il est demandé à la conseillère d'effectuer un virement important de ses placements vers son compte chèque pour honorer 4 chèques qu'elle avait établis. Ces lettres, signées Rosalie, présentent les mêmes caractéristiques que la lettre reçue le 17 décembre par Yvonne, et notamment la même écriture tremblante. Pour découvrir qui est l'expéditeur de ces courriers, ils vont tout simplement se rendre au bureau de poste d'Arpajon-sur-Cère. Et là, ils vont demander à visionner les caméras de vidéosurveillance. Là, quelle ne sera pas leur surprise quand ils vont constater sur ces vidéos qu'ils vont reconnaître Jérôme en train de remplir différents documents, les bordereaux, et de manipuler ces fameuses enveloppes. En plus de ces éléments qu'il découvre sur Jérôme, il demande à pouvoir consulter ses chèques. Et le premier qu'il consulte, il se rend compte que finalement, le chèque est destiné à Jérôme. C'est un chèque de 25 000 €. Et la signature dessus de Rosalie est tremblante. Au commissariat d'Aurillac, l'étau se resserre sur Jérôme. Alors le père de famille aurait-il commis l'irréparable? Aurait-il pu faire disparaître celle qui le considérait comme son petit-fils? Et surtout, où se trouve la femme de 77 ans? À Clermont-Ferrand, une enquête pour enlèvement et séquestration est ouverte. Et le service régional de police judiciaire prend le relais. Le 22 décembre 2010, Jérôme est mis en garde à vue. Là, Jérôme va craquer et va amener les policiers à Paul-Mignac, dans un bois qui jouxte le village. Et là, les policiers vont découvrir une voiture totalement calcinée, avec un corps dedans. Le père de famille, de 37 ans, explique alors aux enquêteurs avoir préparé son scénario depuis plusieurs semaines. Le mobile que Jérôme indique spontanément et tout de suite, c'est l'argent.
Il avait des difficultés financières, il avait demandé de l'argent à Rosalie, elle devait le lui prêter, finalement elle lui avait dit non. Jérôme indique alors aux enquêteurs que le lundi 13 décembre, il a effectivement passé l'après-midi avec Rosalie. Il avait amené chercher sa prothèse auditive et puis il rentre pas chez lui finalement, mais il reste avec Rosalie qui lui propose de boire un café et il savait que Rosalie prenait des somnifères, il va en profiter de récupérer les somnifères donc, dans la salle de bain de Rosalie et d'en mettre dans le café de Rosalie. Rosalie, après l'avoir bu, va être affalée sur son fauteuil, limite à tituber, mais quand même consciente de la situation. Jérôme va alors à nouveau diluer des somnifères dans la tasse de Rosalie et lui verser le contenu directement dans la bouche. L'homme quitte ensuite les lieux et se rend à Aurillac pour dîner avec une amie et se constituer un alibi. Le lendemain matin, il va se présenter à nouveau à son domicile à 6h30 et il va constater que Rosalie n'est pas décédée. Là, il est un peu surpris parce qu'il espérait qu'elle soit morte, mais ce n'est pas le cas. Il aurait pu venir à son secours, il aurait pu l'emmener à l'hôpital, mais il va prendre une décision tout autre. Il va mettre Rosalie sur son dos, il va la mettre dans son véhicule, à l'arrière, et il va partir avec le véhicule de Rosalie. Avant de quitter les lieux, Jérôme a pris soin d'emporter le dossier bancaire de Rosalie et son sac à main avec son chéquier. Il va rentrer à son domicile, il va la monter dans son domicile, il va l'installer, il va déchirer un drap, l'attacher à une chaise, la ligoter et avec des médicaments, une nouvelle fois, des cachets, il va les écraser, les diluer, les mettre dans une seringue et il va aider de force Rosalie à prendre ses médicaments. Mais voilà, Rosalie est toujours vivante. Alors sans état d'âme, le père de famille la descend dans la cave et referme la porte derrière elle. Il laisse là la femme de 77 ans, agonisant. Il la laisse attachée et il va faire des courses à Aurillac, au cours desquelles il va acheter notamment plusieurs bidons d'essence, parce qu'il a évidemment l'idée de la mort de Rosalie et la préméditation est là. Il achète ces bidons d'essence et il revient après chez lui. De retour chez lui, Jérôme constate que Rosalie est morte. Il décide alors de se débarrasser du corps dans le bois de Paul Mignac. Une fois sur place, Jérôme met le feu au véhicule. Rosalie à l'intérieur. Il rentre ensuite à pied chez sa mère, Yvonne. Il demande à sa mère de le conduire à l'appartement de Rosalie pour récupérer son véhicule. De retour chez lui, Jérôme se débarrasse des objets qui lui ont servi à perpétrer son crime dans une poubelle de la ville. Le lendemain, le 15 décembre, alors Jérôme décalque la signature de Rosalie pour pouvoir la mettre sur divers documents. Il va également acheter une imprimante qu'il avait préalablement repérée et c'est là qu'il va faire les fameux courriers qui vont être expédiés à Yvonne, à la banque. Les enquêteurs vont alors récupérer dans une benne à ordures un sac poubelle contenant un cutter, une seringue, une paire de gants en latex, mais surtout une liste qui fait froid dans le dos. Une liste sur laquelle vont être mentionnés différents éléments, récup affaires bancaires, récup voiture, habits de rechange. Une liste qui fait vraiment penser à la checklist du parfait criminel. Au terme de sa garde à vue, Jérôme est mis en examen pour l'assassinat de Rosalie. Incarcéré à la prison d'Aurillac, il demande à voir le juge d'instruction. Jérôme va revenir totalement sur ses premières déclarations, là encore de manière extrêmement surprenante, alors qu'il avait décrit un scénario extrêmement précis. Il va dire qu'il n'a pas du tout prémédité son acte. Alors, après ce revirement de situation, quelle sera l'attitude de l'accusé lors de son procès? Jérôme a-t-il agi sous le coup de la folie ou a-t-il prémédité le meurtre de Rosalie?
ce sera aux jurés d'en décider. Le 17 mars 2014, 4 ans après les faits, s'ouvre le procès de Jérôme devant la cour d'assises du Cantal. Il est jugé pour l'assassinat de Rosalie et encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Cette affaire avait évidemment frappé les gens, et du coup le procès était attendu, les gens voulaient savoir ce qui s'était réellement passé. Constitués partie civile, les 4 enfants de Rosalie espèrent une peine à la hauteur de ce que leur mère a subi. Il a quand même fait souffrir ma mère pendant 3 jours, une nuit entière passée dans une cave, ligoté à une chaise, je souhaite à personne, avec la mort au bout en plus. Pendant plus de 20 heures, Jérôme avait Rosalie. Pendant plus de 20 heures, il aurait pu faire marche arrière. Quand je vous dis 20 heures, c'est pas 20 heures, c'est plus de 30 heures. Et il a persisté, il a signé, il a continué, il a orchestré. C'est long. Et pourtant, face à la cour d'assises, l'accusé tente toujours de masquer la préméditation de son passage à l'acte. Notre axe de défense, c'est de dire que cet homme a quand même avoué, a quand même été loyal, a complètement perdu la tête par cupidité, par avidité pour l'argent, alors que jusque-là, avec Rosalie, il avait plutôt été un homme assez doux, assez présent. Donc c'est ces éléments et sa personnalité, qui est plutôt la personnalité d'un homme et d'un père presque parfaite, que nous avons mis en valeur. Si Jérôme choisit de plaider le coup de folie, en revanche, un élément, et non des moindres, vient s'ajouter à la liste des preuves à charge. En fait, Jérôme avait emprunté une somme importante d'argent à une amie qui s'appelle Katia, qui est une ex-compagne à lui. Il lui a emprunté ses 40 000 € et il va lui signer une reconnaissance de dette. Et on s'aperçoit que la fin du délai pour rembourser Katia, c'est le 15 décembre. Sachant que Jérôme a brûlé la veille le corps de Rosalie, ce nouvel élément accrédite la thèse de la préméditation. Après 4 jours de procès, Jérôme s'adresse à la famille de celle qui le considérait comme son petit-fils. Jérôme a exprimé les regrets. Jérôme a demandé d'une certaine manière pardon. Et je crois que ça a été très dur pour lui ces 4 jours aux assises, parce qu'il a compris que le crime qu'il avait commis était manifestement odieux. Mais ces regrets laissent Yves, le fils de Rosalie, perplexe. Son plus gros regret, je pense que c'était le fait de s'être fait attraper. Mais bon, un enfant de 6 ans aurait fait mieux. À l'issue du procès, le père de famille de 41 ans est condamné à 20 ans de prison pour l'assassinat de Rosalie. La préméditation a été retenue. Une maigre consolation pour les enfants de la victime. Le procès est fini, mais pour les juges, pour les avocats. Pour moi, il n'a pas eu lieu. L'important au procès, c'était l'argent qu'il avait détourné, le crime qu'il avait commis, oui, mais Rosalie, on n'en parlait pas, quoi. Rosalie a été carrément, je dirais, absente du procès. Aujourd'hui, à Arpajon-sur-Cère, la disparition de Rosalie laisse un grand vide dans le cœur de ses enfants. À 55 ans, Yves regrette qu'on lui ait volé la possibilité de renouer avec la femme qu'il a abandonnée si jeune. J'aurais aimé savoir un peu ce qu'elle avait fait de sa vie, un peu le pourquoi elle était partie, pourquoi on n'a pas eu le droit de l'avoir avec nous, parce que ça manque à un enfant. En quelque part, on reste un petit peu l'enfant de 5 ans.
nous allons maintenant partir dans les Alpes, à Barcelonnette, très précisément. Nous sommes en 2010, Louisa est la gérante d'un bar en centre-ville et elle va appeler les gendarmes car elle a le sentiment que des hommes se sont introduits dans l'un des appartements qui est situé au-dessus de son bar. En arrivant sur place, c'est une véritable scène d'horreur que découvrent les gendarmes. Voici ce document inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir la tragique histoire de Philippe, un quadragénaire victime d'une vengeance familiale. Une affaire sordide dans laquelle un meurtrier présumé pourrait bien en cacher un autre. À ce moment-là, les enquêteurs se posent la question de savoir si oui ou non il y a deux armes du crime. Nous sommes à Barcelonnette, une petite ville de 2600 habitants en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Située à plus de 1000 mètres d'altitude, cette station estivale est appréciée pour la beauté de ses paysages et pour la quiétude de ses habitants, les Barcelonnettes. Ce qui fait la popularité de cette petite ville, c'est effectivement sa situation géographique, le sentiment de calme qu'elle procure à l'extérieur, et puis c'est souvent, lors des grandes migrations hivernales, le passage obligé vers les stations de ski des Alpes du Sud. Le soir du vendredi 18 juin 2010, la ville célèbre avec un peu d'avance la fête de la musique. Dans le petit bar de la rue Mercière, les habitants trinquent gaiement. Mais vers 23h30, l'ambiance chaleureuse de cette nuit d'été vire au drame. Là, il y a un cri terrible qui retentit de la fenêtre du 3e étage du même immeuble où se trouve le bar, et quelqu'un qui appelle à l'aide. Cet homme qui appelle à l'aide s'appelle Philippe. Il est âgé de 47 ans. À Nice, l'un de ses amis entend ces cris et se précipite dans l'appartement pour voir ce qui s'y passe. Et là, il découvre son copain, ami Philippe, couvert de sang et qui ne cesse de répéter qu'il va mourir. Le jeune homme est en état de choc et appelle immédiatement les pompiers. Au même moment, la brigade de gendarmerie de Barcelonnette reçoit l'appel affolé de la gérante du bar situé en bas de chez Philippe. Elle a entendu du bruit dans l'immeuble qui se situe au même endroit que cette auberge et elle est allée voir, la porte de l'immeuble est défoncée. Elle va voir un petit peu dans les escaliers de cet immeuble et là elle croise 3 hommes et elle leur demande ce qu'ils font là. Ils leur répondent on va le crever, on l'a crevé. Quelques minutes plus tard, les pompiers et les gendarmes arrivent sur les lieux où les attend Anis. À ses côtés, le corps de Philippe gît dans une mare de sang. Les pompiers tentent des gestes de réanimation de Philippe qui, à leur arrivée, est toujours conscient. Et puis très vite, son état se dégrade et il décède. Philippe vient de mourir. Manifestement, il aurait été agressé par 3 individus. Alors, que s'est-il passé cette nuit-là dans le village de montagne? Pourquoi Philippe aurait-il été agressé à son domicile? Et qui pouvait en vouloir à cet homme de 47 ans, apparemment sans histoire? À Barcelonnette, il est près de minuit lorsque les gendarmes commencent leurs investigations au domicile de Philippe. Les premières constatations d'évidence, c'est que la victime est tout à fait couverte de sang. Il n'y a pas une plaie, il y a énormément de sang. Et il y a aussi un visage qui a des traces d'hématomes qui laissent à penser qu'il y a eu une scène de violence qui a entraîné le processus qui conduira à la mort. Les enquêteurs relèvent également de nombreux indices sur la scène de crime qui les amènent à une première hypothèse.
tout autour du corps de Philippe. Il y a beaucoup de désordre. Il pense qu'il y a une bagarre qui a dû avoir lieu dans cet appartement. Il découvre des taches de sang. Il y a le téléphone portable de Philippe qui est également dans une flaque de sang. Et puis il découvre également un couteau qui, a priori, n'a pas de tache de sang. Un autre élément interpelle les enquêteurs. La porte de l'appartement n'a pas été forcée. Visiblement, Philippe connaissait ses agresseurs. En attendant les résultats de l'autopsie, les gendarmes ont la lourde tâche de prévenir la famille de la victime. Et on se rend compte qu'on ne verra plus jamais son frère. Voilà, donc que le coup près est tombé et que malheureusement, moi étant loin, je n'ai pas ni vu venir les choses, ni pu intervenir pour que ça n'arrive pas. Dans les rues de Barcelonnette, l'incompréhension est totale. Quand on a appris sa mort, on a ressenti quand même de la tristesse, bien sûr, de la tristesse et puis des questions, quoi. Comment ça s'est passé, c'était dur quand même, hein. C'était dur parce que bon, c'est quand même quelqu'un qu'on connaissait. Alors, Philippe avait-il des ennemis? Pour répondre à cette question, les enquêteurs s'intéressent à son histoire. Dans la vie de Philippe, il y a plusieurs étapes très marquées. Une enfance très protégée, paisible, heureuse à Aix-en-Provence, entre une maman infirmière et un papa fonctionnaire. Et alors que rien ne pouvait le laisser supposer, quand il a 17 ans, son père se suicide. Première fracture incroyable. Philippe quitte alors le sud de la France et mène une vie de bohème entre Paris et Londres. Pendant près de 20 ans, il vit au rythme de ses amours, de la musique et de son travail d'éducateur sportif. Mais à l'approche de la quarantaine, la solitude lui pèse. Philippe était triste de ses échecs sentimentaux, de ne pas avoir eu d'enfant et de vivre une vie de célibataire avec les copains, certes, mais qui eux, se sont casés et ont eu des enfants. Pour noyer son chagrin, Philippe boit de plus en plus d'alcool. Et lorsque dans les années 2000, il s'installe à Barcelonnette, il passe la majorité de son temps à fréquenter les bars de la ville. C'est dans l'un d'entre eux qu'il fait la connaissance de Catherine, qui va devenir sa petite amie. Catherine, c'est une personne qui a une réputation un petit peu sulfureuse à Barcelonnette. Elle est connue pour des problèmes de boisson et des problèmes de stupéfiants. La famille de la jeune femme, et notamment ses deux fils aînés, ne voient pas cette relation d'un très bon œil. Il transparaît qu'il y a des soupçons du côté de la famille de Catherine, de ce que Philippe serait parfois violent avec elle. Il est évident que Philippe avait de mauvaises fréquentations. Mais à ce stade de l'enquête, ces éléments ne suffisent pas pour comprendre les circonstances de sa mort. Sur place, les gendarmes commencent l'enquête de voisinage et interrogent la gérante du bar qui se trouvait sur les lieux à 23h30. Dans la pénombre de cette montée d'escalier, elle reconnaît deux individus. Ils sont trois, mais elle en identifie très clairement deux. Pascal, qui a 47 ans, et son neveu, Benjamin, environ 20 ans. Benjamin, c'est également le fils de Catherine, la petite amie de Philippe. L'ami de Philippe, qu'il a découvert agonisant le soir du drame, est également entendu par les enquêteurs. Dans les heures qui ont précédé le drame, il raconte qu'il a vu Philippe et Benjamin avoir une altercation dans les rues de Barcelonnette. Alors, s'agirait-il d'une dispute qui a mal tourné? Benjamin aurait-il voulu venger sa mère qu'il soupçonne d'être battu par Philippe? Et quel aurait été le rôle de Pascal, le beau-frère de Catherine, dans ce trio criminel? Dans les rues de Barcelonnette, 3 heures après le meurtre de Philippe, les gendarmes recherchent activement les deux suspects, identifiés par la gérante du bar. Le premier à être retrouvé et interpellé, c'est Pascal, qui est hébergé chez l'un de ses amis. Il est 2h30 du matin.
Benjamin sera interpellé beaucoup plus tard, à plus de 4 heures du matin, à son domicile où il vit en concubinage. Conduits à la gendarmerie, les deux hommes attendent d'être interrogés. De leur côté, les enquêteurs procèdent à la perquisition de leur domicile, en commençant par celui de Pascal, le beau-frère de Catherine. Lorsque les services de police se présentent au domicile de Pascal, on va retrouver un couteau pliable et notamment sur les vêtements qui vont être saisis par les enquêteurs, des traces de sang qui démontrent que manifestement il y a eu quelque chose de violent. Dans l'appartement de Benjamin, le fils de Catherine, la perquisition se révèle, elle aussi, très fructueuse. Au domicile de Benjamin, les enquêteurs ne retrouvent pas un mais plusieurs couteaux, dont un qui va retenir particulièrement leur attention. Il s'agit d'une lame de 10 cm. À ce moment-là, les enquêteurs se posent la question de savoir si oui ou non il y a 2 armes du crime. 2 armes du crime, donc 2 tueurs potentiels. Mis sous scellé, tous les objets sont envoyés à l'Institut national de la police scientifique de Marseille. Mais pour l'heure, en attente des résultats, seules les déclarations des suspects peuvent faire avancer l'enquête. Avant son audition, Pascal subit de multiples examens. On va vérifier si il est sous l'empire d'un état alcoolique, c'est le cas. Et par ailleurs, il est visité par le médecin de l'unité de médecine légale qui va constater qu'il y a des traces de lutte sur son corps et notamment, ce qui est important, des traces manifestement de couteau au niveau de l'avant-bras. Les enquêteurs peuvent à ce moment-là penser qu'il s'est passé quelque chose de violent, voire même extrêmement violent, quelque temps avant. Pascal est connu à Barcelonnette pour être un homme violent. En 2005, il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement et mis à l'épreuve pour des faits de violence, rébellion et dégradation volontaire. Lorsqu'il est entendu aux environs de 3 heures du matin, il se montre très coopératif. Il reconnaît les faits, c'est lui le coupable. Il dit qu'il était seul, qu'il n'y avait donc personne d'autre avec lui, qu'il était simplement allé voir Philippe pour avoir une explication et que, à ce moment-là, Philippe aurait sorti une arme et se sentant menacé, il s'était saisi lui aussi d'un couteau et avait planté Philippe. Pascal aurait donc tué Philippe pour se défendre. Les enquêteurs sont dubitatifs. L'homme de 47 ans dit-il toute la vérité? Cherche-t-il à couvrir son neveu, également présent sur les lieux du crime? Et qui est le troisième homme? À la gendarmerie de Barcelonnette, les enquêteurs s'intéressent à présent au profil de Benjamin, le neveu de Pascal, leur principal suspect. Benjamin est un tout jeune homme. Il n'a pas de casier. Très directement, c'est celui qui apparaît le mieux inséré. Il n'y a pas un trajet de rebelle. C'est quelqu'un qui travaille et qui vit en concubinage avec une jeune fille de son âge. Placé en garde à vue, le jeune homme de 20 ans donne aux enquêteurs une version bien différente de celle de son oncle. Benjamin explique que ce soir-là, il est en train de boire des verres avec son oncle Pascal, avec le fils de Pascal également, Johan, et puis sa petite amie qui est là. Et puis il y a une dispute qui va éclater entre Benjamin et Philippe, la victime. Le jeune homme reproche à Philippe les violences qu'il infligerait à sa mère. Il explique ensuite qu'il se serait mis à l'écart afin de faire redescendre la pression. C'est à ce moment-là que Philippe aurait quitté le groupe. Mais là, il observe que Pascal et Johan ont suivi Philippe. Il dit qu'à ce moment-là, il va les suivre, mais qu'au moment où il arrive dans l'immeuble, il entend un grand bruit, un grand fracas, ça l'effraie, et il part. Sans jamais avoir eu de contact ou sans jamais même s'être approché de ce que l'on sait être la scène de crime et ne pas s'être approché non plus ni de Pascal ni de Johan. Les déclarations de Benjamin ne convainquent pas les enquêteurs, mais ils ont maintenant l'identité du troisième homme, Johan, le fils de Pascal, qui est immédiatement convoqué
à la gendarmerie. Et à son arrivée, les enquêteurs se rendent compte que Johan a des traces de bagarre, notamment sur le corps. Et en vérifiant son casier judiciaire, ils s'aperçoivent que le jeune homme, âgé de 20 ans, a des antécédents. 3 mises en examen, c'est de très loin celui qui a le casier le plus lourd et le profil le plus violent. Entre 2006 et 2009, Johan a été condamné à 5 reprises pour vol, outrage et violence. Lorsqu'il est interrogé, il confirme le fait que son cousin Benjamin n'était pas dans la pièce au moment des faits. Quand ils entrent dans l'appartement, Philippe les attend. Il a un couteau à la main. Il tente de planter Johan. À ce moment-là, le jeune homme va se défendre. Une bagarre va s'en suivre. Le père de Johan, Pascal, va intervenir. Les 3 hommes tombent au sol. Alors Johan va expliquer que durant cette bagarre, lui ne va rien remarquer des coups de couteau de son père sur Philippe. Les enquêteurs sont sceptiques, compte tenu des résultats de l'autopsie qu'ils viennent de recevoir. Cette autopsie révèle 14 coups de couteau portés quasi exclusivement sur la partie dorsale de Philippe. Les résultats de cette autopsie sont en contradiction complète avec la version de Pascal qui parle d'une légitime défense. Faute de preuves matérielles, les 2 jeunes sont remis en liberté. Seul Pascal, le beau-frère de Catherine, qui a avoué le crime, est mis en examen et placé en détention à la prison de Luynes. Alors, que s'est-il réellement passé ce soir-là? Quelle est la véritable implication de Benjamin? Et Catherine a-t-elle joué un rôle dans cette histoire? À Barcelonnette, malgré l'unique mise en examen de Pascal, les enquêteurs s'interrogent toujours sur l'implication des 3 suspects. De leur côté, les habitants de la petite commune ne semblent pas convaincus, eux non plus, que le quadragénaire soit le seul coupable. Des rumeurs circulaient comme quoi Pascal aurait tout pris à son compte, le meurtre de Philippe. Alors, en attendant les résultats des expertises biologiques, les gendarmes s'intéressent à celle qui serait la cause de tout cela. Catherine, la compagne de Philippe. Où se trouvait-elle le soir du drame? Le soir des faits, Catherine est à l'hôpital depuis 15 jours. Elle y a été admise suite, dit-elle, à un accident ménager. Pour autant, sa famille, notamment Benjamin, penche plutôt pour des coups portés par Philippe sur Catherine. Après 2 mois d'hospitalisation, Catherine est enfin entendue par les enquêteurs. Et elle leur fait une révélation surprenante. Elle va raconter aux enquêteurs que Philippe l'a frappée. Il a voulu la forcer à avoir une relation sexuelle avec lui. Et lorsque Catherine a refusé, il lui a planté son couteau dans la cuisse. Cette déclaration amène les enquêteurs à se demander si Benjamin n'a pas joué un rôle plus important dans le meurtre du compagnon de sa mère. Aurait-il voulu la venger? Ce sentiment pourra même être renforcé puisqu'ils apprendront que le 11 juin, c'est-à-dire 2 jours après l'agression de Catherine et moins de 10 jours avant le décès de Philippe, ce dernier a eu une altercation violente avec Benjamin, son frère et son père. Et ce n'est pas tout. L'été 2011, les premiers résultats d'expertise vont eux aussi à l'encontre de la thèse d'un unique meurtrier. L'on retrouve sur les 3 mises en examen du sang de Philippe. On va en retrouver sur leurs vêtements et concernant Benjamin, une étape de plus, puisqu'on va retrouver du sang de Philippe sur la pointe d'un couteau appartenant à Benjamin. Fait encore plus troublant, aucune trace de sang de Philippe n'a été retrouvée sur le couteau de Pascal, le beau-frère de Catherine. Pourtant, entendu à plusieurs reprises par les enquêteurs, Benjamin continue de clamer son innocence. Il va expliquer et confirmer d'ailleurs qu'il n'est jamais rentré dans l'appartement de Philippe,
qu'il est toujours resté sur un palier, dit-il, inférieur à celui de l'appartement de Philippe, mais que c'est à l'occasion de la redescente des escaliers avec son oncle et son cousin derrière lui, que du sang a pu tomber sur ses chaussures. Il s'est aperçu, rentré chez lui, qu'il y avait du sang sur ses chaussures, et il a gratté ce sang avec le couteau parallèlement saisi. Il est clair qu'à ce moment-là de l'enquête, ces explications de Benjamin ne nous sont pas apparues d'une très grande pertinence. C'est pour ces raisons que le 29 mai 2012, Benjamin, le fils de Catherine, et Johan, son cousin, sont à leur tour mis en examen. Mais fait rarissime, dans le cas d'un homicide volontaire, le juge des détentions décide de les laisser libres, simplement placés sous contrôle judiciaire. Alors, quel a été le rôle de chacun dans ce règlement de compte sordide? Lors du procès à venir, Pascal arrivera-t-il à convaincre les jurés qu'il est l'unique meurtrier? Le 26 juin 2013, plus de 3 ans après les faits, s'ouvre le procès de Pascal, Benjamin et Johan devant la cour d'assises des Hautes-Alpes. C'est une ambiance un peu tendue au tribunal à l'ouverture de ce procès, notamment parce que 2 des accusés comparaissent libres, mais également parce qu'il y a la famille de la victime qui est présente. Sa mère et son frère se sont portés partie civile. Sur le banc des parties civiles, les proches de Philippe sont présents et ils attendent beaucoup de ce procès. On attendait que la lumière soit faite sur l'assassinat de mon frère et que la justice essaie d'avoir la vérité quant à la participation des trois personnes qui ont été inculpées dans cette affaire. Dans le box des accusés, on devine une tension extrême. Les 3 inculpés vont devoir répondre une nouvelle fois de leurs actes. Lors de ce procès, tout le travail pour les 3 accusés était d'expliquer qu'il fallait agir parce que Catherine était en danger vis-à-vis de Philippe, puisqu'ils estiment que Philippe portait des coups à Catherine et que donc il fallait intervenir pour arrêter ces coups. Quant au rôle joué par chacun, les 3 accusés sont dans des positionnements très différents. Pascal assume, il revendique, il était l'aîné, il en revendique encore plus que ce qu'on lui demande de revendiquer, quoi. Johan est dans la position de dire c'est pas ce qu'on voulait. On a le sentiment qu'il comprend que c'est d'une gravité extrême. En revanche, Benjamin a l'air presque surpris qu'on lui demande des comptes. Devant les jurés, Benjamin, le fils de Catherine, continue de nier toute implication dans le meurtre du compagnon de sa mère. C'est alors que les experts arrivent à la barre et leur témoignage va faire monter la tension d'un cran au sein de la cour d'assises. Il semble avoir été admis par tout le monde que l'explication de Benjamin, qui est de dire s'il y a eu du sang de Philippe sur la pointe de mon couteau, c'est que j'ai utilisé mon couteau pour nettoyer, gratter la semelle de ma chaussure. Sauf que rien ne démontre l'hypothèse qu'il y ait eu du sang de Philippe sous la chaussure de Benjamin. Manifestement, de nombreuses zones d'ombre persistent dans cette affaire et le procès n'aide pas à les éclaircir. Alors l'issue du procès, c'est une inconnue totale pour tout le monde. Personne ne sait quelles vont être les condamnations et les responsabilités établies pour les 3 accusés. Le 13 septembre 2013, le verdict tombe. Pascal est condamné à 14 ans de réclusion criminelle. Johan est condamné à 1 mois d'emprisonnement pour dégradation volontaire. Et nouveau coup de théâtre, Benjamin, lui, est acquitté. Benjamin s'est littéralement effondré au prononcé du verdict, comprenant très tard dans le prononcé qu'il avait été purement et simplement acquitté. La famille de Philippe, qui attendait des réponses lors de ce procès, repart, elle, de son côté, avec les mêmes interrogations. Je me suis posé la question de savoir si un père
pour protéger son fils, pour protéger son neveu, n'était pas capable de mentir, de mettre le doute dans l'esprit des jurés. C'est ce qu'il a réussi à faire. Maintenant, lui seul sait, et eux, les deux jeunes, savent ce qui s'est passé réellement. À Barcelonnette, aujourd'hui encore, tout le monde pense que ce drame aurait pu être évité. Du côté de la famille de Philippe, même si le procès a permis d'apaiser sa douleur, Georges, son frère, ne parvient toujours pas à faire son deuil. Mon frère me manque énormément, il est en photo auprès de mon lit, hein, donc je le vois tous les matins. Quand je me lève, il est entre la fenêtre et moi, et il est très présent dans tout ce qu'on peut faire avec les enfants, dans tous les souvenirs que l'on a. J'essaie de le faire vivre, même s'il n'est plus là.